Bonjour tout le monde, bonjour Arcadie. Salut Cyril, ça va? Et toi? Très bien, très bien, très bien. Bon, on est prêt, on est ready pour une nouvelle partie de la saison 2 de The Orville. Exactement, aujourd'hui on finit la saison 2. Avant d'attaquer la 3, c'est toujours mieux. Et on a la 3, bientôt la 4 on annonce, ça aussi c'est méga cool. Donc j'ai trop hâte. Bah on en est où d'ailleurs de ça? Je sais plus, on avait terminé... Bah en fait on allait commencer épisode 8. 7, on terminait avec l'épisode 7. Donc avec l'ancien petit ami de Bortus. Et on commence la deuxième partie, parce que cette saison est vraiment divisée en deux. Avec l'épisode 8, il y a un effet de bascule dans la narration, puisque Isaac tombe en panne et les gars de leur ville vont sur la planète des Kaylon. Petit disclaimer juste avant, donc nous on spoil comme des bâtards, on parle à des gens qui connaissent. Allez regarder, des fois on se prend même pas la peine de contextualiser, c'est vraiment de la discussion de nerd. Allez regarder la série parce que on va aborder des sujets en partant du principe que vous avez vu. Et si vous voulez sur YouTube, la première partie de la vidéo, donc la vidéo sur la première partie de la saison 2 de The Orville et sur la saison 1 sont déjà disponibles sur Trek in Storia. Toujours. Trek in Storia, The Orville, vous nous retrouverez tous les deux. Donc on en était à l'épisode 8, Isaac tombe en panne et l'Orville va sur une planète, celle des Kaylon. Exactement. Parce que Isaac, comme on en discutait avant l'enregistrement, Isaac a fait le plein de données sur les humains. Ouais, et suffisamment, donc c'est là l'occasion, donc déjà ce que je disais, c'est on découvre des Kaylon que ce que Isaac nous montrait. Et alors, il y a un truc par rapport à cette deuxième partie de manière un peu plus générale. Toi, tu m'avais dit l'autre fois que t'étais pas trop chaud sur cette deuxième partie de saison. C'était un peu rushé, ouais. Voilà, dans sa globalité, je voudrais d'abord avoir ton avis là-dessus, plutôt que d'abord épisode par épisode. Et ben sur cette deuxième partie de saison, je trouve que c'est un peu rushé, où tu sens que il y a vraiment deux parties, quoi. On avait une narration qui était plutôt lente, qui était plutôt généreuse. On en a vu au premier épisode quand on en a parlé. Et là, on passe tout de suite à des clichés de la SF, comme pour vite finir la saison, quoi. Et j'ai trouvé que c'était rushé, c'est le mot, c'est rushé. Ça va trop vite par rapport au début plus lent de la saison 2. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. À part pour les clichés de la SF, parce que pour moi, tous les épisodes d'Orville sont des hommages à des clichés de la SF. Et des variations plutôt, des hommages-variations autour de grands clichés, donc ça ne me dérange pas. Par contre, parce que en soi, l'histoire d'Alara avec ses parents qui la considèrent comme une teubée, c'est classique shit, tu vois. Ouais. C'est la manière dont ils vont le tourner que je trouve toujours intéressant. C'est pour ça que j'appelle ça des variations. Mais effectivement, tu sens clairement, je sais pas s'il y a eu des trucs dans la prod ou des ambitions beaucoup trop généreuses pour l'espace alloué. C'est-à-dire, il vous reste X saisons, les gars, pour faire X épisodes pour faire votre saison. Ah, mais on voudrait parler de ça, de ça, de ça. Et c'est un défaut que je trouve qu'on va retrouver, qu'on va ressentir très fort dans la saison 3. Où là, par problème avec le Covid, ils ont dû vraiment tout compresser. Et là, c'est déjà les prémices de ce qui amènera les problèmes de la saison 3. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé, une fois de plus, il y a plein de trucs intéressants avec les Kaylon. Même si leurs thématiques sont classique shit, c'est des robots qui se sont rebellés contre leur maître. C'est des Cybermen. Voilà. Concrètement, c'est un mélange entre les Cybermen et les Borg, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait là-dedans, c'était en fait, on est choqué par Isaac, qui n'a fait que dire la vérité depuis le début. Il a pas dit en fait on va vous fumer parce qu'à ce moment-là c'était pas réfléchi, ils étaient encore en réflexion. Mais à un moment donné il dit depuis le début il dit mais oui les gars je récolte des données sur vous et je les envoie à ma boîte. Depuis le début je suis avec vos gosses et j'apprends des trucs. Tu vois, et ça c'est un truc que je kiffe parce qu'en fait au final la première fois qu'il le dit on fait ah c'est génial
ah bah c'est l'échange culturel, machin et tout ça. Et puis là, en fait, là, t'as juste donné toutes les informations à l'ennemi. Surtout quand il permet au Kylon de rentrer dans le vaisseau, d'Irvine. Oui. Et tu sais, c'est juste comment le choix de la différence de décision entre on décide de les rejoindre ou on décide de les fumer remet en perspective tout ce que t'as vu depuis la saison 1. Toutes les interactions de Isaac, tout ce que t'es en train de dire. Vous pouvez aller chipoter dans le moteur quantique qui est la base de notre technologie, que sans ça on peut crever. Ah oui, pas de souci. Ah bah je vais envoyer les infos à ma planète. Ah bah oui, faites donc mon bon Isaac. Et là tu te fais merde en fait, t'as balancé. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est le côté littéral. C'est vrai que c'est le côté un peu littéral de la chose. C'est ça. Et pareil, il l'a dit. Vous pouvez pas faire les surpris, les gars. Depuis le début, il arrête pas de le dire. Il a juste pas dit. On lui a jamais posé la question de mais tiens, vous faites quoi après tu sais, parce qu'on pense que c'est la planète des Kylon. Tu vois. Et même Isaac, il fait partie de la seconde génération, donc pas ceux qui ont vécu la. Voilà. Ce qu'il faut dire, on résume l'histoire, c'est qu'effectivement, il découvre sur la planète des Kylon que le peuple de base a été totalement assassiné, annihilé. C'est un holocauste qui a eu lieu. Et effectivement, Isaac fait partie de la seconde génération de robots créés, donc des robots créés par des robots. Ouais. Comme dans Alien 4. Il n'a pas connu la servilité, l'état d'esclavage qu'ont connu ses compatriotes robots sur la planète Kylon, quoi. Ouais, et le traumatisme, ça aussi, je trouvais ça chouette, parce que souvent, le problème des robots, c'est souvent, tu sais, je pense à iRobot, où vous êtes trop dangereux pour vous-même, alors, tu sais, il transforme les lois de la robotique, ouais. Et du coup, il va tous les annihiler, c'est souvent des décisions logiques. Alors que ce que j'aime, c'est que là, c'est une décision traumatique. C'est de la logique traumatique. C'est-à-dire, on veut pas revivre ça. On a vu dans votre histoire, ça c'est un truc que j'adorais, c'est mais les gars, on a vu dans votre histoire que vous avez mis plusieurs fois les gens en esclavage. C'est un truc, et ils disent quoi, vous l'avez pas fait? Ils font, bah si, mais on a changé, on n'est plus comme ça, machin et tout. Mais vous arrêtez pas de le faire, en fait. Et vous arrêtez pas de vous casser la gueule pour n'importe qui. C'est logique qu'on veuille pas se joindre à vous, qu'on doit vous fumer. En plus, on est en pleine expansion. Et je trouve ça vraiment chouette. Une fois de plus, c'est des petites pépites comme ça qui t'expliquent que, ben oui, ok, t'as beau être la Fédération, t'as beau être ci, t'as beau être là. Même dans l'univers de Star Trek, il y a eu les guerres eugéniques, tu vois. Ouais. Les faiblesses humaines sont jamais si loin que ça, et c'est pas parce que tu fais le tout beau, tout gentil, le vertueux 200 ans que t'as pas des milliers d'années de merde derrière toi, et qu'on peut faire comme si elles avaient pas existé. Et moi, c'est un peu ça que je vois dans la prise de position des Kylon. Ouais, non, mais t'as raison. Et puis, c'est encore une fois une façon de reprendre un classique de la SF, c'est-à-dire le côté robotique de la chose, le robot qui nous met en contradiction avec ce qu'on lui a fait subir. Parce qu'il fait subir des choses quand même au robot pour se moquer de lui ou sous prétexte d'humour, notamment le monsieur Patate qui revient. Oui, tout à fait. Et ils le disent. C'est vrai, ils le disent. Et il faut, mais ça n'a rien à voir, c'est juste des blagues. Et eux l'ont pas du tout perçu. Quoi. Ouais, et eux l'ont jamais perçu comme ça. Et en fait, tu vois, c'est une fois de plus, c'est ça qui est toujours chouette, c'est que t'auras toujours, en revisitant un classique de la SF, en faisant des variations autour d'un thème dont on en fait l'hommage, il reste malgré tout plein de petites subtilités, plein de petits trucs à faire, que ce sera pas un épisode random de SF que t'as déjà vu 10 000 fois. Ouais. Tu vois, c'est la différence de D'Urville avec, j'ai pas d'exemple en propre en tête, mais... Non, avec Doctor Who, je pensais à Doctor Who, c'est... Avec Doctor Who, vas-y, développe. Bah, c'est typique, le genre d'épisode... moi, je l'ai trouvé très Doctor Whoéen, ne serait-ce que sur l'esthétique de l'épisode, où les Kylon, avec leur tête qui se déboîtent et qui forment une arme. Ouais, d'ailleurs, c'était terriblement terrifiant, ça. Ouais, voilà, ça fait c'est très Doctor Who-esque, cet épisode dans l'esthétique, et puis dans la thématique aussi, quoi. C'est-à-dire, dans la thématique moins, tu vois, dans la thématique, l'épisode m'a fait penser au meilleur des deux mondes, quand Picard devient un Borg. Ouais. Et tente d'envahir la Terre à la bataille de la Wolf 359. Ouais, je vois. C'est vraiment, c'est l'épisode marquant, quoi. Ouais. Dans la saison, c'est l'épisode de la bataille pour la Terre,
Tout à avec fait. ce côté Doctor Who et puis ce côté le meilleur des deux mondes de Star Trek. Et quelle bataille en plus. Enfin, je veux dire, visuellement, ils se foutent pas de ta gueule, quoi. Ouais. C'est ça qui est cool. Et ce qui est marrant, c'est l'uniformité des choses. C'est-à-dire que les vaisseaux humains se ressemblent tous et les vaisseaux Kylon aussi, quoi. Il n'y a pas comme un Star Trek qui peuvent s'amuser à faire des variantes différents trucs. J'ai aimé ça, cette unicité de un peuple, une technologie, un design, quoi. Ouais, c'est de la simplicité, mais qui rend le truc, qui rend le visuel très efficace, en fait. Ouais. Surtout qu'ils ont pas pris le temps. Par exemple, tu vois, si tu prends l'univers de Star Trek, les Klingons, ça fait depuis TOS qu'on en voit. TNG va vraiment beaucoup les développer. Mais que du coup, ils apparaissent depuis tellement longtemps que tu peux te permettre de faire des variations. Donc je dis pas qu'ils en ont fait, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils voulaient faire des variations des oiseaux de proie, par exemple, des Bird of Prey, ben en fait ils avaient je sais pas combien d'épisodes pour pouvoir habituer le spectateur à dire en fait t'as des Bird of Prey comme ça, des Bird of Prey comme ça, des Bird of... tu vois. C'est ce qu'on a avec Discovery, hein. T'as des nouveaux designs de Klingons, je crois, hein, de vaisseaux Klingons au tout début. Oui. Et donc tu peux t'habituer à des structures différentes, alors que D'Urville n'a pas le temps de faire ça, et donc résume à sa plus simple expression, qui est les grandes factions. T'as les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, les jaunes pas loin, et visuellement, je trouve que ça marche. Effectivement, et pareil. Par contre, un truc avec laquelle que j'ai pas apprécié, et là je trouve que c'est extrêmement rushé, et là c'est dans la saison, c'est qu'on finit, en fait, tu sais, à la fin ils arrivent à ramener Isaac à la vie. Oui. Enfin, ils arrivent à réactiver Isaac. Et il y a cette question que je trouvais chouette, qui est à Isaac, en fait, il a plus d'endroit où aller, bah il va rester sur leur ville, qui est très trekien, c'est-à-dire on va quand même lui donner une chance d'exister, on va pas l'abandonner. Oui. Par contre, juste après, là, les gars, l'arc d'Isaac c'est fini, on passe à autre chose. Et tu fais, mes frères, non. C'est vrai qu'il y a plus de développement après. Et en fait, oui, ils en reparlent au début de la saison 3, mais en fait, tu peux pas revenir à du space pantoufle juste après ça. Tu peux pas faire leur routine et le train-train quotidien comme ils ont fait, parce que t'as quand même le traître dans ton vaisseau. Et c'est le problème avec la saison 3, c'est qu'en une fois, tu découvres que, tiens, en fait, Isaac, ça va pas pour lui. Alors qu'en fait, c'est un truc où il aurait fallu quand même quelques plans de caméra où Isaac, il doit retourner, il va discuter et on lui balance quelques pics et puis on lui dit, écoutez les gars, on se calme, on doit pas faire ça. Enfin, tu vois, ça, la finalité de cet arc narratif, ça finit avec la médecin qui, une fois de plus, a sorti... ah là là, c'est beau, vous vous rendez compte, il a plus personne, mais ça soulève trop de questions pour qu'on laisse juste finir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors oui, ils y répondent dans la saison 3, mais il fallait les laisser en filigrane. Faut pas en faire le centre, mais il faut le laisser en filigrane parce que ça va pas. Et puis pareil, ça termine pas la relation avec le docteur. Ouais. Ça la laisse entre parenthèses et il y a un goût d'inachevé, quoi. C'est ça. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment bancal. Je le mets sur le compte de on n'a pas le temps, on doit rusher. On doit rusher. Donc, parce que quand tu sais qu'à la saison 3, ils ont dû arrêter, ils ont dû tout boucler en une fois, que tu sens qu'il y avait des arcs narratifs que c'était pas prévu pour être bouclés de cette manière-là, je pense que, enfin, tu vois, ils ont eu quand même pas mal de problèmes de prod, hein, avec la saison 3, c'est le Covid, et tout ça. Ouais. Donc, comme on est qu'à la saison 2, je leur laisse, ça n'en fait pas un problème, ça fait un problème genre un petit caillou dans le pied, mais c'est pas dérangeant en fait, tu vois, parce que ils ont fait, il y a tellement d'efforts, il y a tellement de qualité partout, que je peux pas leur en vouloir de mal faire. Que par exemple, tu vois, avec Ring of Power, j'en parlerai qu'une fois. Ouais. Mais avec tout le budget qu'ils ont et la narration qu'ils font, et je m'en fous que la saison 2, apparemment, c'est un peu mieux. La série la plus chère de l'histoire, les gars, payez vos scénaristes. En fait, t'as pas le droit à des erreurs aussi grossières qu'ils ont fait. Alors que là, la petite série, hommage Star Trek dans un coin, qui, de la vie des Trekkies, c'est quand même quali. Tu vois, il y a quand même c'est pas du foutage de gueule et tout, je peux leur permettre de, c'est un peu rushé, c'est un peu bancal,
Mais bon, voilà, on sait pas trop ce qui se passe dans les coulisses et je suis sûr qu'avec d'autres, c'est pas des erreurs de débutants. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, pour moi, les erreurs, je n'arrive pas à, comme je vois la qualité des écritures, de l'écriture des épisodes, je ne peux pas et de construction des saisons, c'est extrêmement pro. Je ne peux pas me dire que ces erreurs-là sont des erreurs parce que ce sont des gens qui savent pas, voilà, d'intention parce que des gens sont pas capables de gérer un récit. Je pense qu'il y a eu des problèmes de prod et qu'ils sont juste passés à autre chose. Ouais, je pense aussi. Alors, on a l'intervention des Krill qui viennent sauver les Terriens durant la bataille. Donc, bon, c'est intéressant graphiquement, c'est beau. Ils ont des jolis vaisseaux aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène tout de suite à ce travail d'écriture qui amène à l'épisode 10. Ouais. Où tu sens qu'il y a un après l'attaque des Kaylon et que c'est un arc qui est là pour faire la paix avec les Krill. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir discuter avec justement un peuple qui était fanatique et qui voit dans cette bataille une motivation religieuse à, pourquoi pas, faire la paix. Ouais. Épisode que je trouve qui se pose bien après un gros épisode de bataille. Un épisode plutôt calme où il va y avoir une petite histoire aussi en arrière-fond d'un rescapé des camps des Krill. Très belle thématique, ouais. Voilà. Mais vas-y. Qui veut se venger à tout prix pendant qu'il y a les négociations de paix sur l'Orville. Ouais, qui refuse. D'ailleurs, c'est Star Trek Beyond. Hein. On a eu des mecs qui ont fait la guerre. Une fois on fait la paix, c'est un mec qui refuse d'être mort pour rien. C'est Star Trek Beyond, Idris Elba, c'est ça. Ça fait très récit du Vietnam, quoi. Voilà. Ça fait très Rambo, quoi. Et en fait, Rambo, c'est autre chose. Rambo, c'est le trauma, c'est le guerrier qu'on ne veut plus avoir parce que maintenant on fait la paix, que la guerre c'est plus mainstream et du coup c'est la guerre qui revient, qui dit mais en fait les gars, vous nous avez envoyés là, c'est pas moi qui suis parti et vous faites comme si on n'existait pas. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais alors, moi, il y a plusieurs choses. Je trouve que la paix avec les Krill vient trop tôt. Ouais. Bah ouais, parce que c'est quand même des putains j'adore leur design, ils sont magnifiques. Ça nous a été vendu comme des surennemis, quoi. Voilà, et en même ultime. Et j'aurais voulu que ça aille encore plus loin. J'aurais voulu que, en gros, tu vois, le traumatisme de la bataille des Kaylon, que t'as en épisode, c'est-à-dire la guerre et la Terre est attaquée. Il aurait fallu un truc comme ça chez les Krill, qu'ils ont fait un truc vraiment crade. Et beaucoup plus tard, donc si on spécule, hein, imagine en termes de saison. Saison 1, on présente les Krill, comment ils fonctionnent. Saison 2, au moment des Kaylon, c'est le gros double épisode avec des Krill qui font une saleté. Qui font Wolf machin truc. Là. Wolf 359. Wolf 359, tu vois, ils font ça. C'est-à-dire, c'est impardonnable. Saison 3, il y a les Kaylon qui en fait se retournent contre l'humanité. Et on s'associe avec les Krill. Et comme ça, quand vient cet épisode-là, toi en tant que spectateur, t'as gardé le traumatisme de ces épisodes-là. D'accord. Alors que là, la dernière fois qu'on te rappelle les Krill, c'est avec son grand amour, enfin son amoureuse. C'est quand même mignon, c'est super bien écrit. À part d'avoir juste des fanatiques qui disent oui, mais nous on croit et tatati tatata. Il y a plus le danger militaire et morbide des Krill. Même s'il est figuré par ce mec-là, par le prisonnier, mais à ce moment-là, t'es d'office dans la position du gars, faut qu'on fasse une pause. Alors que si on avait eu un trauma, en tant que spectateur, t'es quand même plus tenté de dire, est-ce qu'ils méritent vraiment qu'on leur fasse la paix? Ces mecs-là, tu vois, c'est pas juste de dire, ah, mais t'as déjà été dans une prison Krill, faut l'avoir vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand dans Star Trek, on n'a pas assez développé nos antagonismes avec les Krill pour exactement. Quand dans Star Trek 7, les Cardassiens. Non, la paix avec les Klingons. Ouais. Tu vois le film. Oui, Star Trek, oui, d'accord, Star Trek, ouais. Eh ben, quand Kirk te fait je veux pas et qui fait let them die, tu vois. Let them die. Ouais. Mais tu comprends pourquoi lui il pense ça. Parce que tu t'es bouffé des années à taper avec des Klingons et ils cassent les couilles.
Et ils sont dangereux. En plus, t'as Worf qui te montre à quel point, enfin, tu peux pas déconner avec ces gars-là. Même s'il est dans notre camp, t'es content qu'il soit dans notre camp et pas avec, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, ça permet que quand il y a des négociations de paix, ça reste tendu. Tu passes pas à autre chose, même en tant que spectateur. Et c'est un peu ce que je reproche avec ce que je trouve qu'on retrouve avec ce côté rushé de la série. Ouais. Tu vois? Ouais, on n'a pas assez découvert le peuple Krill pour en voir un super méchant. C'est ça. C'est vrai que du coup, ça a l'air d'être un peuple homologue aux terriens, les anti-humains, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Même et la blessure est pas assez vive pour que la thématique de la paix, parce que la thématique de la paix de cet épisode-là, elle est super bien. C'est-à-dire, ok, on est tous prêts à faire la paix, on est tous prêts à passer à autre chose. Mais il y a quand même des mecs qui ont souffert. On fait quoi de ces gars-là? Et pour moi, le spectateur, il doit se projeter dans les deux. C'est pour que l'épisode fonctionne, tu dois être d'accord avec les deux. Juste un mec qui vient et qui dit non, je suis traumatisé, te fais péter les gens parce que vous étiez en prison Krill. Très vite, tu peux, surtout c'est Malloy qui est pote, tu peux faire très vite mec mollo, quoi. Tu vois, l'important c'est la paix, parce que t'as pas vécu les morts. Ouais. Ouais, t'as raison. Donc voilà, ça c'est un peu mon regret, malgré que l'épisode soit super bien écrit. Et puis vient l'épisode 11, qui est un épisode préféré. Bouteille. Ah ouais, c'est vrai. Mon épisode préféré, ouais. Ah ok, moi je trouvais que c'était un épisode un peu bouteille où ça coûte pas cher à produire. Oui, mais qui raconte. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'amourette. Ça raconte. On va reprendre depuis le début. On a découvert une capsule temporelle sur Terre. Donc des gens de 2015 ont mis des objets dans une boîte que des archéologues ont retrouvé en 2300 et quelques. Et ces archéologues, donc Malloy essaye de faire marcher un smartphone, un iPhone. Et il tombe amoureux de la personne qui possédait ce smartphone. En lisant ses messages, il arrive même à recréer cette personne dans leur holodeck à eux, et il vit une amourette holographique. Voilà, ce que les autres trouvent déplacé d'ailleurs au passage. Ouais, ce qui est... Alors il vit l'amour avec une femme qui est morte il y a 300 ans. C'est ça. Alors il y a plein de choses qui font que cet épisode accroche mon cœur. Alors la première, c'est déjà qu'il est excellemment bien écrit. C'est un épisode bouteille, justement. C'est l'épisode qu'il te faut après tout ça. Ouais. Donc déjà, petite chose, à la fin de l'épisode 10, donc en fait c'est Malloy qui est pote, c'est un pote de guerre avec le gars qui l'a sauvé avant de se faire choper en prison. Donc et à la toute fin, il dit à Ed, t'inquiète pas, il y aura personne qui peut se mettre entre nous sauf si je rencontre une super meuf. Et l'épisode d'après il la rencontre, et dans la saison 3 elle reviendra. Donc déjà une fois de plus, c'est pour ça que je parle des subtilités d'écriture, de la qualité d'écriture, ça préchote plein de petites choses. La deuxième chose, c'est que ça questionne une fois de plus, c'est pour ça que je regrette, ça questionne Isaac. Il y a ce moment, donc en fait le principe dans le truc là, c'est que au lieu de créer une simulation suivant les desiderata de celui qui la génère, comme par exemple Bortus avec son sexe donjon et compagnie, eh bien, lui, il n'a rien touché au téléphone. C'est simplement le holodeck récupère les informations du téléphone et génère de lui-même la simulation. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui est générée n'a aucune intervention extérieure à part ce que elle a bien voulu y mettre. Et donc, ça en fait une personne à part entière. Et en fait, là vient cette question fabuleuse où tout le monde te dit, on sait tous, c'est pas bien de se chauffer avec une simulation. Et il dit, mais t'as toute cette question elle est aussi vraie que n'importe lequel d'entre nous. On est d'accord de valider que Isaac est un être humain, c'est un être à part entière. Mais elle, pas simplement parce qu'on peut pas la toucher et qu'elle n'est pas réelle pour nous. Et il y a, elle est pas tangible. Et là, il y a la question, ouais, mais en fait, Isaac a une conscience réflexive. Et Malloy fait t'en es sûr, où il est tellement avancé qu'on se fait avoir. Et c'est là que c'est fort, parce que c'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'ils aient bloqué le truc d'Isaac, qu'ils aient juste arrêté ça. Parce que ça aurait été intéressant de voir comment la vie reprend avec Isaac.
Juste 2-3 petites phrases, tu vois, où tu vois que c'est un peu froid, tu vois que c'est un peu tendu, il y en a qui essayent de repartir à zéro, tu vois. Ouais. Et qu'on te remet la question, mais t'es sûr de ça ou on se fait juste avoir comme des bleus? Et ça te remet que il y a un énorme doute et que l'invasion des Kaylon a balayé tout ce qu'on a bien voulu croire en fait, c'est un humain et il est en train de devenir humain et oh là là, Pinocchio, tu vois. Pas du tout. Pas du tout, les gars. C'est un robot et il redevient un Kaylon. Oui. Ok, il est Isaac, mais c'est un Kaylon, les gars. Sa tête, elle peut s'ouvrir et il y a des méga blasters qui sortent de ses yeux, tu vois. Ouais. Et mais du coup, l'épisode en lui-même... Mais moi, je l'aime. L'histoire est belle. Ouais. Elle est belle et elle est simple. Donc, il y a Blair Waldorf de Gossip Girl qui arrive, donc c'est la meuf. Il y a plein de petites blagues qui sont super drôles, parce qu'en plus, c'est 2015, donc c'est au moment de la sortie ou un peu avant il y a le Vulcain de... C'est pas de DS9. Timos. Ouais, oui, le Vulcain de Voyager. Donc ça fait plaisir, Tuvok. Ça fait plaisir. Et l'histoire, elle est simple, c'est une histoire d'amour qui n'existe pas, puisqu'elle n'existe qu'au sein du simulateur, mais dans l'univers de D'Urville peut exister au même titre que l'histoire d'amour avec un robot peut exister. Tu vois, c'est la question de la transhumanité. Oui. C'est une des rares questions que, pour le coup, de la transhumanité, je trouvais hyper intéressante, surtout qu'elle était extrêmement bien développée. Et qu'à la fin, tu sais, il dit, j'aurais dû le voir venir, c'est dans son GSM, elle se remet avec son mec après. Donc en fait, c'est ça qui est beau. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que au sein de cette simulation, il n'avait pas cette place. Parce que dans cette temporalité, elle a fait sa vie. Et oui. Et même si la fin, je la trouve un petit peu, elle est cohérente, tu vois, où il essaie de changer la simulation en disant je retire le mec et du coup ça en fait un personnage complètement différent. Ça fait très Black Mirror comme épisode. Voilà, je trouve ça simple, mais après les 3 épisodes méga lourds des Kaylon et tout, je l'accepte. Tu vois, c'est simple, c'est propre. Et à la fin il finit avec la petite chanson, il accepte juste ce qu'elle ne peut que lui offrir, qui est ce moment de chanson entre les deux. Et voilà. Et je trouve ça très beau, moi, c'est le genre de choses que je trouve très très beau. Puis en plus, il chante une chanson de La Dernière Licorne, et c'est cool. Le dessin animé, la chanson, c'est de La Dernière Licorne. Je sais pas si vous avez déjà vu ce dessin animé, c'est ceux qui ont aussi fait les Hobbits de 1978. Non, les Hobbits de 77, un truc comme ça. D'accord. Avec manga là, avec les nains avec des fronts en peau de couille dégueulasses. Bref. J'essaierai de trouver une illustration de ce dont tu parles. Je t'enverrai ça, je vais t'envoyer ça. Moi j'ai trouvé par contre que dans l'épisode, le comportement des autres était hautain. C'est-à-dire, on s'était attaché à Ed Mercer et son équipage. Et là, on trouve que, pour une fois, j'ai trouvé que l'équipage n'était pas uni. Prenait Malloy pour l'idiot de service, quoi. Il a toujours été considéré comme ça. Sauf que là, ça touche à son cœur et donc du coup, on le prend mal. Ouais, on prend parti pour lui, quoi. Tu vois, c'est un mec qui dit, il veut devenir capitaine. Tu vois, il veut rentrer dans le commandement. Et il y a plein de blagues sur Malloy. Si tu regardes, il y a plein de blagues où on se fout de sa gueule, en fait. Et on le considère vraiment comme un teubé. Et il y a un moment où il veut prendre le commandement et t'as le second qui vient et qui dit mais tu fais ça pour baiser des meufs en fait. et tu vois il y a plein de petites choses comme ça et en fait là où je sais pas si à ce moment-là c'est conscient ou pas dans l'écriture mais c'est comme ça que je le vois, c'est que c'est à ce moment-là c'est ce qui est le côté c'est un labrador quoi, tu vois, il est rigolo, il est gentil, il fait bien le boulot, il est fidèle, il est fidèle, bon des fois il fait pipi à côté. Faut vivre avec les petites imperfections de Malloy, mais quand on décide que ce qu'il fait c'est pas bien, là en une fois on rigole plus, et là en une fois tu redeviens le teubé en fait, parce que cette notion de le considérer comme un teubé, c'est dans l'écriture depuis le début. Là, ça nous saute aux yeux quoi. Ouais, et ça choque et c'est pas agréable. Et donc je sais pas si c'est fait exprès, mais moi c'est comme ça que je le vois, c'est en fait c'est rigolo de traiter les gens de cons, mais en fait on rigole, mais à un moment donné t'es pas d'accord, mais en fait tu lui parles vraiment mal parce que tu le prends pour un con. Et c'est pour ça que j'apprécie, et comme on aime Malloy et qu'il est enfin amoureux et que la fille en plus elle est super sympa et tout ça, et que pourquoi il aurait pas droit à son amour alors que l'autre elle a pu se taper un robot, tu vois.
Et que tout le monde Oui, disait, et ah oui, que c'est tout à fait vrai. Ça aussi, c'est bien foutu. Cette histoire, elle est encore plus légitime. Tu vois, t'as plus envie d'être avec lui, t'es beaucoup plus enclin à être dans son propos, vu que juste avant, il y a eu toute une histoire d'amour avec un robot, et qui dit, mais t'es sûr qu'on se fait pas avoir? Enfin, tu vois, c'est pour et ça, il puis y il a y a eu une plein de... histoire d'amour avec l'espionne. Et avec Et l'espionne. avec Mais l'espionne, l'espionne. c'est clairement un humain à part entière. La question je dirais que la question de Malloy, c'est plus, t'es en train de tomber amoureux d'un être qui n'existe pas, d'un fantasme informatique, de préconçu pour te plaire. T'es en train de projeter quelque chose. Tu sais, c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu comme, tu peux tomber amoureux de l'ennemi, tu vois, allez, on va dire c'est Roméo et Juliette, Ed Mercer et Mercer. Et voilà. ouais. C'est-à-dire c'est West Side Story, tu tombes amoureux de l'ennemi, alors que Malloy, c'est tu tombes amoureux du personnage d'une série que t'as maté. D'accord. Tu vois, et c'est Je là vois que la tu peux dire, différence. et que la meuf, imagine, t'as la meuf ou le gars, ils commencent à écrire des fanfics, où elle se met dedans, et ils vivent leur aventure tous les deux, et leur vie tous les deux. Et tu te fais, mais ce personnage n'existe pas. N'existe plus. Il n'existe, et là, dans la série, il n'existe plus, mais tu vois, le personnage de fiction, c'est un personnage qui n'existe pas. Mais tout ce qu'elle fait que ça le rend réel. Enfin, tu vois, avec Malloy, il pousse le cran plus loin avec le holodeck, et le fait qu'il ne touche pas à la simulation, ce n'est que elle. Oui. Tu vois, enfin bref, c'est pour ça que moi j'aime bien. Et puis là, c'est beau, c'est sympa. Ça, moi je trouve que ça, par exemple, tu vois, moi je considère que c'est un épisode où tu peux le montrer pour faire découvrir Diorville. D'accord. Ouais, oui, remarque, t'as raison. Tu peux dire, moi j'ai fait ça à une amie, j'ai dit Diorville saison 2 épisode 11. Ah mais j'ai rien vu d'autre. On s'en fout, regarde. Et Ouais, elle a tu peux regardé, elle prendre a en kiffé. route. Tu peux prendre en route facilement Et alors, sans oui, avoir pardon, le j'ai oublié background. un truc fabuleux. Les McLean et la cigarette. Ah oui. Rien que ça en plus, quoi. Tu vois, moi, je regrettais qu'il avait pas une moustache, hein, à ce moment-là. Oui. Moi, Oui, c'est vrai. je voulais que Bortus, en même temps, il a dit, oui, j'adore la cigarette, ça me détend, et puis, du coup, j'ai voulu me remettre une moustache, je trouvais que c'était élégant. Tu vois, je voulais le Bortus des 70s, tu vois. C'était Histoire de magnifique. cigarette. Elle est C'est vrai que super c'est drôle. en sous-trame cette histoire d'addiction à la clope. Ouais. Où après ils essayent de tous les deux d'arrêter de fumer et c'est pas facile. Et en plus, c'est fait avec des mots-clés, donc ils ont encore cette manière de parler très protocolaire qui est super drôle, où ils s'engueulent, et tu sais, ils vident le coussin, et le coussin, il est bourré de cigarettes, enfin... Non, c'est Ouais, génial, quoi, c'est... voilà. Voilà, du à coup. voir. Rien que pour ça, à voir. Ouais. Et en parlant des McLean, eh ben on arrive tout doucement à l'épisode 12. Bah c'est... Ouais. Deux voyageurs Où McLean tentent de cacher leur fille. et de Pré-shot la partir saison en 3. exil. Ouais, voilà. Il s'avère que le lieu d'exil est une planète où il y a plein de femelles McLean. Yeah. Et donc, la fédération, donc l'équivalent de leur fédération, organise un sommet pour savoir quoi faire de cette planète, sachant que les McLean veulent la détruire. Enfin, veulent détruire la civilisation féminine qui s'y est construite. Mm-hmm. Elle a très très bonne... Bah déjà, ça pré-shot toute la thématique de la saison 3. Que je trouve très cool, hein, c'est-à-dire ok, c'est cool les McLean, on est quand même très patient avec vous, et là pour le coup c'est extrêmement bien amené, ça fait quand même 2 saisons entières que t'as, même si les McLean ils sont rigolos, t'as plein de trucs vraiment lourds avec lesquels tu dois dealer, c'est chiant, tu vois. Tout ça parce que c'est eux qui fournissent les armes. Voilà, et c'est ça que tu sais que je trouvais vachement, une fois de plus, c'est là que tu vois que c'est bien écrit. Ce truc en plus, moi j'aurais voulu que ce soit l'épisode de fin de saison. Plutôt que plutôt que les doubles épisodes qu'on a eu, qui est quand même plus, alors même si c'est cool, épisode bouteille, tu vois, moi j'aurais voulu, c'est quand même un truc important. En fait, je considère que si ça va toucher à la structure générale du plateau de jeu, Ouais. soit c'est une fin de saison, soit c'est un pivot dans la saison. Les Kaelon qui attaquent, et du coup ça fait que les Krill, on fait un truc de guerre avec les Krill, c'est un pivot de saison, et on explique comment ça se développe. Les McLean qui amènent la question de, en fait, on crée un vrai schisme avec l'empire McLean, le peuple des McLean. C'est trop lourd parce que pour ce que ça apporte plus tard dans la saison 3, c'est beaucoup trop lourd pour que ce soit juste un épisode comme ça, je trouve. Du coup, juste terminer, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, le truc que ça rush, c'est que terminer avec les 2 derniers épisodes qui sont juste un truc de time travel, bof.
tu vois. J'ai un sentiment d'inachevé. Mais là, pareil, la question, elle est cool, elle est bien amenée, elle est importante, elle est pas Dolly trop... Parton. Dolly Parton, elle est pas trop développée. Elle est pas trop développée dans son sous-texte. C'est juste plus une aventurette qu'autre chose. Hein. En soi, la thématique, il y a pas de questionnement philosophique et moral. Hein. Non, ça qu'est-ce qu'on permet fait, juste de quoi. voir du lore aussi. C'est ça. Voilà, toutes les espèces qui sont réunies au sein de la fédération. Ça aussi, c'est super. Là aussi, une fois de plus, ils sont très généreux. Ils te font des espèces galactiques. Oui. Tu vois, intergalactiques. T'as pas juste des prothèses au front pas trop chères, tu vois. Voilà, ouais. J'ai été étonné de pas voir Roger. Je regardais voir si je voyais pas Roger d'American Dad. Ça aurait été drôle. Voilà, de petit clin d'œil qui aurait pu être marrant, mais je l'ai pas vu. Donc si vous l'avez vu, faites-nous signe dans les commentaires. Ah, je l'ai pas vu, moi. Je regarde pas American Dad. Ah bah voilà, tu rates des blagues. Hein. Oui, mais c'est juste jamais eu le temps, l'occasion de le faire. Oui, il y a tellement de saisons aussi. C'est ça. Donc épisode plutôt rythmé par contre. Oui. Je l'ai trouvé, sachant que Bortus prend en fait et cause pour la cause féminine des Moclane. Et on sent encore un schisme avec... il se met en décalage avec sa propre culture, quoi. Et par rapport à ce qu'il a fait à subir à son fils Topa, qui grandit vachement vite, je trouve. Je trouve qu'en 2 saisons, les Moclane arrivent à maturité très vite. Et en plus, qui figure... comment dire, tu sais, Bortus... non, attends. Claydon, ouais. lui, c'est lui qui figure la culture Moclane dans son essence. Et c'est là que je trouve vachement intéressant, c'est que comme ils ont mis un couple sur la genre Worf, il est tout seul, tu vois. Oui. Et en plus, Worf, c'est demi-Klingon. Non, c'est un Klingon élevé par des humains. Ouais, ce qui fait que ce qui n'existe de la culture Klingon dans le vaisseau d'Enterprise n'est que Worf. Heureusement, il y a plein de... Quoi ? C'est que la théorie de la culture. Oui, après, heureusement, ils font des fois, ils rencontrent des Klingons, et donc t'as plusieurs épisodes, je me rappelle, où il y a justement ces problèmes culturels, parce qu'il y a des Klingons qui viennent sur le vaisseau, il y a des problèmes, patati patata, je me rappelle ça dans TNG. Ouais, voilà. Et donc, ça permet de ramener à chaque fois, ouais, mais en fait, les Klingons, c'est pas facile, tu vois. Le fait d'avoir ici Claydon qui figure la culture Moclane, alors que les Moclane t'en voient très très peu, ça te rappelle à quel point ils sont chiants. C'est même si tu rigoles avec la moustache, même si tu rigoles avec les clopes, c'est un mec qui méprise à chaque fois les meufs quand il les croise, qui enseigne à Topa de mépriser les femelles, etc., etc., etc. Et ça, je trouve que du coup le schisme avec sa culture, d'un point de vue narratif, est encore plus puissant, parce que du coup c'est aussi un schisme avec son propre son propre couple. Oui. C'est ok, tu fais ça, mais t'es en train de détruire ta famille. Tu vois, et là narrativement c'est un truc qui en plus qui rajoute un truc en plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, narratif, c'est une strate en plus sur la narration. Voilà, et c'est pas juste, c'est pour ça que D'Urville toujours c'est bien, c'est qu'il y a toujours un truc en plus, une petite subtilité, un petit prisme de côté qui va rendre la lecture beaucoup plus, que si tu décides de t'y plonger, tu vas faire putain, mais en fait c'est vachement cool, quoi. Oui, c'est profond, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus profond qu'il y est, alors que l'épisode en soi, comme tu dis, c'est un épisode lore, quoi. Ah, ok, ouais. C'est passé ça dans la galaxie. Mais comme on te l'a amené, bah, quand il commence à se prendre la tête avec Claydon, t'es en train de voir un couple se déchirer, un couple que t'as appris à aimer. Et surtout comme c'est juste après l'épisode des cigarettes où ils sont extrêmement drôles dans leur dynamique à tous les deux, parce que si c'était juste Bortus qui était fan des clopes, ça aurait pas été aussi drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'engueule avec son mec pour arrêter. Tu vois. Et voilà, donc une fois de plus... toujours des petits trucs en plus. Et là, on vient avec les 2 épisodes qui, moi, m'emmerdent un peu. Ah ouais, à ce point-là ? Mais c'est juste, je crois que c'est simplement parce qu'ils auraient mis les 2 épisodes au début de la série, ou au milieu de la série, j'aurais rien dit. Mais le fait que ça finisse la saison. Ouais. Tu vois, moi, je m'en fous en fait, on aurait dû se rencontrer... C'est un épisode et si. Voilà, j'aime bien les épisodes et si, mais je ne trouve pas que ça doit finir une saison.
Je veux dire, tu te rends compte, et si l'équipage n'était pas formé, on n'aurait pas eu tout ça. Merci Sherlock, j'ai pas eu besoin de, j'ai pas besoin d'une fin de saison pour m'en rendre compte, tu vois. Et ça fait passer l'Orval pour essentiel, alors qu'on nous l'avait vendu comme petit vaisseau, petit équipage lambda. Et pareil, c'était même renforcé ce truc-là de petit équipage lambda avec pourquoi c'est eux qui traitent avec les Krill, et ils le disent, c'est on n'a pas le choix. C'est vous êtes le seul à avoir eu des vrais contacts avec les Krill. La plupart du temps, on fait que les taper. Et ça rendait le côté, c'est pas Picard qu'on envoie ou Kirk parce que ces mecs-là sont les GOAT de la Fédération, tu vois. D'accord. Normalement, dans l'univers, c'est ça que j'aime bien, c'est que quand ils font le traité de paix avec les Krill, normalement on aurait envoyé Picard ou Kirk. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils dégomment les vaisseaux quand ils les voient. Donc le seul qui a eu des contacts plus ou moins diplomatiques, c'est vous. Donc on n'a pas d'autre choix que de vous envoyer. Tu vois? Ouais. Et comme tu dis, faire cet épisode-là remet l'Orville dans trop de centres, genre ils changent beaucoup trop ils sont trop centrales au lore en fait. Ouais, voilà. De la galaxie entière. Et pour moi, ça me pose un problème parce que dans le, il y avait ça dans le, alors Picard, je veux bien parce que Picard c'est le principe. Mais il y avait ça avec Kirk dans le jeu de rôle de Star Trek. Ils expliquent à propos de l'époque TOS. Un truc que je trouve aussi intéressant, c'est que faut bien comprendre que oui, Kirk est le plus célèbre. C'est pas forcément le plus compétent. Il y a d'autres vaisseaux qui sont dans des missions de 5 ans et qui ont vécu des trucs aussi dingues. Il est un des capitaines aussi compétents de la Fédération. Tu vois, et il est le plus célèbre, et patati patata. Mais il y en a d'autres qui sont aussi compétents. Contrairement à un Picard qui, lui, c'est vraiment d'entrée de jeu le GOAT, quoi. Et D'Orville n'a jamais eu cette prétention-là. D'Orville, ils ont pas eu... Leur interaction ont fait que dans leur vaisseau, il y a eu un Kaylon. C'était pas prévu. En plus, on a assigné un petit vaisseau à la con pour le Kaylon, c'est parfaitement cohérent, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui me plaît pas. Puis le truc avec Kelly... Voilà, on raconte. Kelly, ouais, c'est ça, vas-y. À cause d'une anomalie spatiale, un double de Kelly de 7 ans plus jeune apparaît sur le vaisseau. Donc c'est une Kelly qui était en début de relation amoureuse avec Ed, et le capitaine Ed Mercer. Et du coup, renaît elle veut vivre sa relation amoureuse avec Ed, alors que sa Kelly plus vieille tente de la dissuader de revivre une relation, quoi. Parce qu'elle sait que c'est voué à l'échec. Ouais. J'ai trouvé que c'était moyen. Bah ouais, en plus, alors, il y a un truc qui s'appelle, en série, qui s'appelle le syndrome du clair de lune. Le syndrome du clair de lune, c'est, t'as les deux gars donc t'as deux personnages qui, d'office, vont être ensemble. Donc Ross et Rachel, par exemple. Penny et Leonard dans Big Bang Theory. Et en fait, le truc qu'ils ont très vite remarqué, c'est que dès que le couple se met ensemble, les audiences chutent. Parce qu'en fait, les gens restent pour voir ça. Et c'est pour ça qu'on fait traîner les relations aussi longtemps. À cause de la série Clair de Lune avec Bruce Willis ? Je pense que c'est ça. Ah, ok, d'accord. Faudrait que j'aille revoir, tiens, je me demande si c'est... Ouais, je crois que c'est à cause de ça. Et donc, en gros, les audiences chutent quand ils se mettent ensemble. Donc, on fait traîner. C'est pour ça que, par exemple, Ross et Rachel, ils ont mis 10 ans pour enfin s'assumer. Penny dans Big Bang Theory, c'est un peu plus intelligent, c'est-à-dire on vous donne 2 saisons, on vous tease, ils se mettent ensemble, mais ça marche pas, et puis on va essayer de comprendre. Il y a d'autres séries comme par exemple Gilmore Girls où Lorelai va sortir avec Luke, c'est écrit, ça se voit, et tous les mecs avec qui elle va sortir, le temps de se mettre vraiment avec ce gars-là, ne sont que des représentations de pourquoi ça doit être lui. Narrativement, c'est pourquoi c'est lui et pas ce gars-là. Tiens, on va te mettre, tu vas te remettre avec ton ancien amour de ta vie. Ça ne marche pas parce que ça doit être Luke, parce que Luke a quelque chose que ce gars-là a pas. Et moi, je pense qu'on est avec ça, avec Ed Mercer et j'oublie toujours son nom. Et Kelly Grayson. Et Kelly. C'est-à-dire que t'as envie qu'ils se remettent ensemble dès le début, t'as plusieurs épisodes qui t'amènent au fait qu'ils vont se mettre ensemble, que c'est toujours un peu flou, machin. Je trouve que
le truc de Kelly, mais non, ça rendrait les choses un peu trop compliquées, puis tout fonctionne et machin, ils appuient pas assez sur le fait qu'elle a juste peur de perdre ce qu'elle a. Ouais. Et quand, en fait, on la laisse un petit peu trop fuir la responsabilité d'une décision, qui pour moi est un problème dans The Orville qui prend toujours le temps de poser les deux points de vue dans la tradition trekkienne. Tu vois, c'est-à-dire, oui, mais A, et t'as l'autre qui fait, ouais, mais B. Et toi, t'es là à côté, tu fais, mais il a raison. Ah, mais il a aussi raison. Mais merde, qu'est-ce que je choisis, tu vois. Raison, ouais. Alors... Et surtout que ça nous enlève un trait de caractère qui nous avait été dévoilé de Kelly, qu'elle avait manigancé pour que Ed ait un poste de capitaine, quoi. Oui. Ça, c'est parti complètement zappé, ça. Ouais, et enfin voilà, et pour moi c'est et pareil, l'histoire avec la gamine qui se rend compte que en fait l'épisode je l'aime pas, enfin ne m'intéresse pas plus que ça, à part pour le twist final qui crée le what if, c'est-à-dire en fait elle a rien oublié et en fait voilà, elle revient à son époque. Mais c'est vraiment ce côté de cette fin de saison, c'est pas une fin de saison ça. Tu vois. Ouais, l'épisode était un peu spectaculaire, quoi. Ouais, mais bon, à ce moment-là, la bataille des Kellen, elle est bien plus spectaculaire. Tu vois. En fait, je pense que c'est ça le problème de cette saison, c'est son équilibrage, c'est-à-dire soit que le truc des Kellen, donc en fait le triple épisode. Hein, moi, je considère que c'est 3 épisodes. On va sur la planète, on fait la bagarre, on fait la paix avec les Krill. Tu vois. Ouais. Soit ça, c'est une fin de saison. Et on redistribue les cartes pour la suite. Et dans ce cas-là, ces 2 épisodes-là, on peut les mettre dedans parce que c'est un épisode, comme pour moi, c'est comme l'épisode bouteille avec la capsule temporelle. Hein. C'est le même niveau. Hein. Même si c'est un peu plus spectaculaire, un peu plus machin, c'est niveau narratif et ce que ça apporte, c'est la même chose. C'est une aventure parmi tant d'autres. Voilà, mais quand ça finit la saison comme ça, je fais pouah. Ça, c'est un peu mon déçu. C'est ce qui préchote aussi les problèmes de prod de la saison 3, où tu sens qu'ils ont pas le temps, qu'ils vont vraiment rusher beaucoup, malgré que c'est bien écrit, malgré que c'est quali, malgré que le what if est vachement cool. Genre quand t'apprends que... parce à la fin de l'épisode 13, en fait, par peur, Kelly décide de ne pas sortir avec Ed. Dans le passé. Voilà, et ça change toute la timeline de l'épisode 14 qui devient une réalité alternative. Et en fait, genre quand t'as Bortus qui en fait est resté coincé dans Diorville pendant des mois. 9 mois, ouais. Pendant 9 mois, et t'as de la peine pour ce gars-là, tu vois, tu fais, waouh, putain, c'est chaud. Enfin voilà, et ça te permet de te faire ressortir, même le fait qu'ils te ressortent les autres épisodes à Lara, tu te fais, ok, t'as l'impression qu'ils étaient pas sûrs d'avoir un budget en fait pour la saison 3. Pas sûr de finir d'avoir une saison 3. Et que du coup, c'est un peu t'as l'impression que c'est un peu genre à un moment donné, il le dit dans l'épisode 13 qu'en fait, il adore les voyages en temps, Seth MacFarlane. Oui. Ed en fait le dit tel quel, il dit ouais, j'adore les trucs de je rentre pas là-dedans parce qu'il pourrait geeker comme un fou sur les voyages en temps et les trucs temporels. Je pense que c'est ça, il s'est fait plaisir avec son tout dernier épisode. Mais que du coup, qu'il fait l'épisode hommage, on ramène tout le monde. Vous avez vu, c'est trop fun. Faudrait voir un peu les détails de prod. Mais que voilà, c'est du coup, ça fait que la saison n'est pas bien équilibrée. Mais ouais. mais pas en termes d'épisodes, mais en termes de comment les épisodes, quels arcs on met à tel moment. Oui, t'as raison, ouais. Ça fait beaucoup sur la fin et peu sur le début, quoi. Il y a beaucoup trop sur la fin. C'est trop généreux. Enfin, en termes d'action, ça fait presque téléfilm, tu sais, téléfilm de fin de série. C'est ça. Et du coup, je me suis fait ok, voilà quoi. C'est un peu le problème. C'est un peu le souci que j'ai. Et ça crée une réalité alternative où le Orville n'aura jamais été commandé par Ed Mercer, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas résolu. Tout à fait. Mais donc voilà, donc c'est un peu ce truc, ça finit comme ça. Mais voilà, ça reste. Je vois, ça reste Ronaldo, quoi. Pas Cristiano, hein, mais Ronaldo le vrai. Le premier. Le premier des années 90, le brésilien. C'est-à-dire cette espèce au phénomène, tu vois. Ouais. Phénoménal, je sais pas comment on dit. Le phénomène. Phénoménal.
qui avait un truc de fou. Et je crois que dans sa carrière, il s'est tellement fait blesser, il s'est tellement blessé sur blessure sur blessure sur blessure, que finalement sa carrière, il a pas pu être aussi excellent que il aurait pu être. D'accord. Tu vois, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. C'est d'inachevé. Ouais, de plein potentiel pas atteint. À cause de problèmes périphériques. Parce que tu vois que le problème, il vient pas de lui. Ouais. Tu vois. De Seth MacFarlane. Voilà, moi je pense que c'est pas les showrunners, je pense que je les considère pas comme des génies, hein, mais quand tu vois la qualité, c'est un peu mon retour général, quand tu vois la qualité de certaines écritures, de certains épisodes, etc., de comment ils ont construit sur plusieurs arcs, sur plusieurs machins, la manière dont ils terminent cette saison, les problèmes que je vois dans la saison sont des problèmes de structurel global qui, comme tu vois, qui font que c'est plutôt des problèmes de prod, pas des problèmes de talent. Puisque l'histoire de Topaz, ça fait depuis le 2e épisode de la saison 1 qui te le build-up, en fait. Le problème des Moclane qu'on a là, avec les femelles, c'est build-up depuis le début de le 2e épisode de la saison 1. Donc voilà. Bah, je pense, écoute, c'est pas mal. On a quand même parlé pendant 50 minutes, Surtout d'épisodes que je pensais qui étaient un peu ventre mou, notamment l'épisode de la capsule temporelle. Mais on a pu en dire des choses. Exactement. Et j'espère que vous, auditeurs ou viewers, vous avez aimé autant que nous participer à cette émission. Parce que moi, j'adore. Pareil. Et du coup, j'espère que dans les commentaires, vous nous donnerez votre avis sur cette saison 2 de The Orville. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la prod ? Si vous avez des infos, on est preneur. Ouais, si vous savez des trucs, balancez-nous. On sait pour la saison 3 et le Covid, on l'a vécu. Mais pour la saison 2, on a moins d'infos. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse communauté de The Orville encore en France qui existe, ou même dans le monde. Mais c'est une bonne petite série, un bon petit bijou à voir et à revoir. Ouais. Moi, je redécouvre, tu vois, j'ai aucune idée de la saison 3. Je ne m'en rappelle plus du tout. Donc je vais redécouvrir les épisodes. Pareil. Et on sera prêt pour le prochain épisode. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et ben merci à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petites étoiles et tout ce qu'il faut pour que le référencement nous aide. Et puis moi je te dis à très bientôt, Arcady. Bisous Cyril. Ciao ciao. Ciao.